Les exégètes bibliques débattent depuis des années de l'emplacement de ces lieux saints. Aujourd'hui, un homme affirme les avoir peut-être trouvés. Depuis des siècles, un nom intrigue le monde, le mont Si. Cette même montagne où, selon la tradition, Moïse aurait reçu les 10 commandements et d'où serait parti le récit de l'Exode, une histoire qui a changé le cours de l'histoire. Mais le plus surprenant, c'est que même après tant d'années, personne n'a pu déterminer avec certitude où se situe le véritable mont. Si en Égypte ou ailleurs, imaginez un instant qu'une découverte vienne bouleverser tout ce débat. En 2025, un tel événement s'est produit. Une équipe a atteint une zone reculée et quasi interdite d'accès en Arabie Saoudite, un lieu difficile d'accès pour le commun des mortels où même l'obtention d'images nettes est rare. Ils ont déployé un drone spécial, non pas un drone ordinaire, mais un appareil équipé d'un radar à pénétration de sol ultra performant capable de sonder les profondeurs de la montagne, et pas seulement sa surface. Leurs découvertes ont stupéfié tout le monde des lignes droites, sous les rochers des chambres souterraines et d'étranges motifs géométriques. Des phénomènes que la nature ne produit généralement pas spontanément. Tout cela laissait présager une construction organisée. Mais par qui et pourquoi? Après le scan, tous les indices ont commencé à converger vers le nord-ouest de l'Arabie Saoudite, notamment autour des monts Jabal Makla et Jabal Alao, ces mêmes zones qui étaient insuspectées depuis des années, sans preuve tangible. Si cela s'avère exact, cette découverte pourrait non seulement modifier la localisation du mont Si, mais aussi nous obliger à repenser l'histoire de l'Exode. Alors que cache donc cette montagne mystérieuse qui a stupéfié même les plus grands experts? Regardez la vidéo jusqu'au bout, car le mystère reste entier. Et si vous appréciez ce genre de contenu passionnant basé sur la recherche, abonnez-vous à la chaîne. Ce genre de choses est rare. Le point fort de cette mission, cette fois, le drone ne se contentait pas de prendre des photos aériennes. Des gens avaient déjà vu cette zone et des photos y avaient été prises. On formulait des hypothèses à distance. Mais tout restait superficiel. Cette fois, c'était différent. Pour la première fois, des données étaient collectées qui pouvaient révéler ce qui se cachait sous terre. Le radar à pénétration de sol embarqué sur le drone pouvait sonder les profondeurs de la roche. Cela signifiait que même des éléments totalement invisibles depuis la surface pouvaient désormais être détectés. Au début, seules des caractéristiques normales semblaient apparaître, comme des couches de roches ou d'anciens changements géologiques. Mais à mesure que le balayage progressait, l'image a commencé à changer. Non seulement en surface, mais aussi en profondeur. Quelque chose d'inhabituel a commencé à se manifester. À certains endroits, on pouvait voir des lignes droites. Ailleurs, des espaces vides comme de petites pièces enterrées. Le plus surprenant était l'apparition dans certaines zones de motifs géométriques que la nature ne forme généralement pas spontanément. À la vue de tout cela, on avait l'impression qu'une construction avait jadis existé enfouie sous le sable et les pierres au fil du temps. Lorsqu'on a examiné ces données de plus près, une zone particulière est revenue sans cesse. Tous les indices pointaient vers le nord-ouest de l'Arabie Saoudite. Deux montagnes en particulier apparaissaient régulièrement, Jabal Makla et Jabal Allo. Curieusement, certains soupçonnaient déjà ces lieux, mais aucune preuve concrète n'avait jamais été trouvée. De ce fait, le débat n'a jamais vraiment progressé. Aujourd'hui, pour la première fois, on a l'impression que des informations réelles commencent à remplacer les conjectures. Cela soulève une question importante: ces lieux sont-ils vraiment si exceptionnels? Qu'est-ce qui rend ces montagnes si particulières? Ce qui rend cette histoire encore plus intéressante, c'est notamment une ancienne référence biblique que l'on trouve dans l'Épître aux Galates. L'apôtre Paul y mentionne que le mont Si se situe en Arabie. Autrefois, on interprétait cela comme une déclaration symbolique, mais certains érudits pensent aujourd'hui qu'il désignait un lieu précis, ce qui signifie que le Sinaï ne se situerait pas en Égypte, mais quelque part en Arabie. Faisons le lien avec l'histoire de Moïse. Lorsqu'il a fui l'Égypte, il s'est réfugié à Madian. Cette région se trouve à l'est du golfe d'Aqaba, qui correspond aujourd'hui au nord-ouest de l'Arabie Saoudite. C'est là qu'il a été témoin du miracle du buisson ardent.
Si Moïse avait déjà vécu dans cette région, il est logique que, lorsque les Israélites ont quitté l'Égypte, leur route ait suivi la même direction vers l'Arabie. De ce point de vue, l'itinéraire paraît simple et logique: quitter l'Égypte, traverser la mer, puis se diriger vers l'Arabie. Et il ne s'agit pas seulement de textes religieux. Des indices physiques sur le terrain convergent également vers cette direction. Sur les sommets de montagnes comme le Jabal Al, certaines roches présentent une surface noircie comme brûlée par une chaleur intense, tandis que les montagnes environnantes semblent parfaitement normales. Certains font le lien avec la scène décrite dans l'Exode où, lors de la descente de Dieu, la montagne se couvrit de fumée et se mit à trembler. Dans la même région, une autre curiosité est souvent mentionnée: un gros rocher nettement fendu en deux. Entre les deux, on distingue une ligne ou un canal lisse comme si de l'eau y avait autrefois coulé. Ce qui est surprenant, c'est que toute cette zone soit aujourd'hui aride. Pourtant, des signes alentours suggèrent qu'autrefois l'eau y coulait avec force. Certains font le lien avec l'épisode de l'Exode 17 où Moïse frappa un rocher et de l'eau en jaillit pour étancher la soif du peuple. Autrement dit, on observe ici des choses comme des choses qui, en temps normal, ne devraient pas exister. Et c'est précisément ce qui rend ce mystère encore plus profond. Si l'on considère non seulement la montagne, mais aussi toute la zone environnante, l'histoire devient encore plus fascinante. Si c'est réellement l'endroit où les Israélites ont campé, alors on devrait trouver aux alentours des traces d'un important campement temporaire. Et c'est ce qui rend ce lieu si intrigant. Juste en face de la montagne s'étend une immense plaine dégagée suffisamment grande pour accueillir facilement des milliers de personnes. Le récit de l'Exode décrit également des campements au pied de la montagne et l'agencement des lieux semble correspondre assez fidèlement à cette description. Par ailleurs, on observe par endroits de longues rangées de pierres apparemment destinées à marquer une limite. Certains pensent qu'il pourrait s'agir des mêmes limites mentionnées dans la Bible, où il était interdit de s'approcher trop près de la montagne. Si tel est le cas, ces pierres ne seraient pas de simples pierres ordinaires, elles pourraient faire partie d'une ancienne règle ou d'un rituel. Dans cette même zone, il est également fait mention d'une plateforme de pierre. Elle ne paraît pas entièrement naturelle, mais plutôt construite par l'homme. Certains l'associent à l'autel que Moïse aurait érigé au temps de l'Alliance. À proximité se trouve un endroit d'apparence anodine que certains associent à l'épisode du veau d'or. Et ce n'est pas tout. Sur les rochers environnants, des gravures de vaches et de taureaux auraient été découvertes. Ces salamtumas et gravures rappellent à certains l'époque où les Israélites adoraient le veau d'or. Or, si ces sculptures s'avèrent datées de cette même période, elles ne seront pas de simples œuvres d'art, mais pourraient constituer des preuves. D'un événement historique majeur. On y trouve aussi une autre particularité, une colonne de pierre dressée. Certains pensent qu'il pourrait s'agir de l'une des 12 colonnes érigées comme symbole des 12 tribus d'Israël. L'idée c'est fascinante, mais chaque histoire a son revers, et c'est le cas ici aussi. Si certains relient tous ces signes à l'emplacement exact du mont, si les archéologues et historiens professionnels ne partagent pas cet avis, selon eux, il est erroné d'identifier un site historique aussi important à partir de quelques indices apparemment similaires. Tout d'abord, ils interprètent différemment l'affirmation de Paul selon laquelle le Sinaï se situe en Arabie. D'après eux, à l'époque romaine, il existait une région appelée Arabie pétrée, qui comprenait également la péninsule du Sinaï. Il est donc possible que Paul ne fasse pas référence aux pays arabes actuels, mais aux frontières politiques de son époque.
Par ailleurs, certains textes égyptiens antiques mentionnent également le sud du Sinaï. Des noms comme Tihat ou Séphet apparaissent dans ces documents que certains experts pensent être des formes anciennes du nom Sinaï. Il est intéressant de noter que ces références sont antérieures à l'époque de Moïse, ce qui laisse supposer que les liens entre le Sinaï et l'Égypte remontent à une période bien plus ancienne. Un autre argument de poids est que si un événement tel que l'Exode a réellement eu lieu dans cette région, on devrait en trouver des traces tangibles datant de l'âge du bronze comme des poteries, des outils, des inscriptions ou des vestiges d'établissements humains. Mais jusqu'à présent, rien de tel n'a été clairement découvert. De ce fait, de nombreux scientifiques pensent que ce que l'on observe ici pourrait appartenir à différentes cultures et époques. Quant aux roches noircies, les scientifiques ne leur attribuent aucun caractère miraculeux. On dit que dans les environnements désertiques, la chaleur extrême, le vent et les réactions chimiques peuvent naturellement noircir la surface des roches au fil du temps. La situation est donc claire. D'un côté, ce lieu soulève de nombreuses questions et de l'autre, des arguments tout aussi solides le contestent. C'est pourquoi ce mystère est loin d'être résolu. De même, les roches fissurées ne sont pas nécessairement le résultat d'un événement précis. La pression naturelle à l'intérieur du site et les fissures qui se forment avec le temps peuvent également être à l'origine de telles formations. Même les longues rangées de pierres font débat. Certains experts pensent qu'il pourrait ne s'agir ni de frontières sacrées, ni de simples clôtures servant à guider ou à contrôler les animaux. Après tout, ces enclos de pierre étaient assez courants dans les anciennes sociétés nomades. Pendant longtemps, la situation est restée inchangée. Certains affirmaient qu'il s'agissait du véritable site, tandis que d'autres le rejetaient catégoriquement. En d'autres termes, le débat se limitait à des théories et des suppositions. Puis, peu à peu, la technologie a commencé à changer la donne. Un excellent exemple en a été observé en 2012 dans la région d'Angkor au Cambodge. On y a utilisé une technologie appelée NLAMSR, un système capable de scanner les forêts denses et de créer une carte complète de ce qui se cache en dessous. On pensait auparavant qu'il n'y avait que quelques temples antiques dans cette région. Mais les relevés topographiques ont révélé une véritable cité cachée, un réseau de routes, des structures de bâtiments et bien d'autres vestiges enfouis sous les arbres depuis des siècles. Une chose est devenue limpide, l'invisible n'exclut pas la réalité. Bien souvent, l'histoire demeure enfouie sous terre attendant la technologie adéquate pour la révéler. C'est dans cet esprit qu'une nouvelle étape a été franchie en 2025. Cette fois-ci, un drone spécial a été envoyé étudier les montagnes, équipé d'un radar à pénétration de sol bien plus puissant qu'auparavant. Cette technologie permettait non seulement de scanner la surface, mais aussi de sonder les profondeurs de la roche. Là où il n'y avait auparavant que des conjectures, des données concrètes commençaient désormais à affluer. Et lorsque ces données ont été analysées en détail, une montagne en particulier a attiré l'attention de manière récurrente. En comparant différents sites, on a constaté que les motifs découverts à cet endroit correspondaient à d'autres comme les pièces d'un puzzle qui s'assemblent. Ces motifs ne ressemblaient pas à de simples formations naturelles. Au contraire, on aurait dit que quelque chose avait été construit délibérément. Mais une nouvelle question se pose alors: si la technologie moderne pointe aujourd'hui vers cet endroit, était-il déjà connu autrefois? Ou bien ce lieu n'est-il révélé que maintenant? Se pourrait-il qu'il ait existé dans les récits pendant des siècles sans jamais avoir de preuves concrètes? Autre hypothèse intéressante: ce lieu est-il devenu sacré après l'arrivée de Moïse? Ou était-ce déjà considéré comme un lieu sacré auparavant? Songez à l'épisode du buisson ardent. Lorsque Moïse s'approcha de ce feu étrange, la voix qu'il entendit ne dit pas « ce lieu deviendra sacré ». Au contraire, il était clairement indiqué « ôte tes sandales, car le sol que tu foules est déjà sacré ». Cela signifie que le lieu était considéré comme sacré bien avant cet événement. On peut donc supposer que l'Horeb, aussi appelée la montagne de Dieu, était peut-être vénérée sous une forme ou une autre avant Moïse.
Il est possible que Moïse n'ait pas sanctifié un nouveau lieu, mais qu'il soit arrivé dans un endroit déjà important pour les populations locales. Cette hypothèse rejoint également un épisode de la vie de Moïse à Madian. Après avoir quitté l'Égypte, il trouva refuge à Horeb et épousa une femme de la famille de Jéthro que l'on pense être un prêtre de Madian. Cela suggère clairement que Moïse vivait dans un environnement où les traditions religieuses étaient déjà bien ancrées. Il parcourait la région comme berger, mais il est difficile de croire qu'il ignorait tout des environs. Il vivait parmi des gens qui connaissaient parfaitement leur terre et leurs croyances. Il est donc fort probable qu'un lieu comme Horeb ait déjà revêtu une grande importance pour les populations locales. Moïse l'a simplement découverte dans le cadre de cette tradition existante. Au fil du temps, l'identité de cette montagne a évolué. À l'origine, la tradition chrétienne primitive ne s'attardait pas particulièrement sur la visite de lieux physiques précis. Les gens étaient davantage préoccupés par les concepts spirituels. Mais au IVe siècle, un changement majeur s'est produit lorsque l'empereur romain Constantin le Grand s'est converti au christianisme. Suite à cela, des efforts ont été entrepris pour localiser et préserver les lieux liés à la Bible. À partir de là, l'histoire prit un nouveau tournant. Un tournant majeur survint au IVe siècle lorsque la mère de Constantin, Hélène, entreprit sa recherche des lieux saints vers 326 après Jésus-Christ. Son objectif était clair, trouver les lieux authentiques liés à la Bible. À cette époque, des moines et des ermites commencèrent à se rassembler près d'une montagne d'Égypte, le mont Si. Ils croyaient que c'était l'endroit où Moïse avait été témoin du miracle du buisson ardent. Peu à peu, une tradition s'est formée autour de ce lieu. On commença à croire que c'était la vallée où Dieu avait parlé à Moïse. Avec le temps, cette croyance se renforça. Au IVe siècle, une petite communauté de moines s'y était déjà installée. Ils partageaient l'histoire de ce lieu avec les visiteurs et perpétuaient le souvenir du buisson qu'ils considéraient comme sacré. Puis au VIe siècle, une autre étape majeure fut franchie. L'empereur Justinien Ier ordonna la construction d'un monastère fortifié à cet endroit. Aujourd'hui, il est connu sous le nom de Sainte-Cé, le monastère de Sainte-Catherine. Ce lieu devint non seulement un centre religieux, mais aussi un important foyer de savoir. Sa bibliothèque, qui conserve de très anciens manuscrits bibliques et des écrits des premiers chrétiens, s'est considérée comme l'une des plus anciennes au monde. C'est également là que se trouve le puits de Moïse, lieu où, selon la tradition, Moïse aurait aidé pour la première fois les populations locales. Mais une question importante se pose alors. Si les Israélites ont réellement séjourné près d'une montagne, y ont campé et y ont vécu pendant près d'1 an, pourquoi n'en trouvons-nous aucune trace tangible? Pourquoi ne voyons-nous ni remparts ni constructions solides? La réponse réside dans leur mode de vie de l'époque. Les Israélites ne formaient pas une civilisation sédentaire. Ils ne bâtissaient pas de villes. Ils n'avaient ni maison permanente, ni temple, ni fortification. C'était une société nomade composée de bergers, vivant sous des tentes avec leurs familles et leurs tribus, se déplaçant au gré de leurs besoins en eau et en pâturage. Selon la Bible, ils restaient environ un an au même endroit. Mais d'un point de vue historique, 1 an est une période très courte, surtout en l'absence de construction permanente. De ce fait, les traces qu'ils ont laissées étaient probablement minimes. Les experts affirment que ces groupes nomades laissent généralement 4 types de traces, qui disparaissent assez facilement avec le temps. Si ces peuples s'installaient durablement quelque part, ils laisseraient des signes. Le problème, c'est que ces indices sont éphémères. Le premier type, ce sont des foyers de cuisson. On disposait de petites pierres en cercle, mais au bout d'un certain temps, le vent emporte les cendres. La pluie et le temps dispersent les pierres et les animaux les piétinent. Après quelques saisons, il ne reste plus rien. Le deuxième type, ce sont les trous de poteaux de tente. Ils sont si petits et si peu visibles qu'ils sont difficiles à identifier. Au fil des ans, la terre, le vent et le sable les comblent et ils disparaissent lentement. Le troisième type, ce sont des fragments de poterie.
Les nomades emportaient très peu d'affaires. Leur poterie était donc également limitée. Lorsqu'elle se brisait, les fragments se dispersaient. Avec le temps, ils se mélangeaient à ceux laissés par d'autres groupes, rendant presque impossible de savoir à qui ils appartenaient. Le quatrième type, ce sont des fosses à déchets ou des latrines. En terrain dégagé, les matières organiques se décomposent rapidement. Dans les déserts, ce processus est encore plus rapide. Les bactéries, les insectes et le temps s'unissent pour tout effacer. Après quelques milliers d'années, il ne reste plus rien de visible. Et le principal facteur est le désert lui-même. Ici, le sable est en perpétuel mouvement. Des vents violents recouvrent tout, et avec le temps, toute trace disparaît. Le désert ne permet tout simplement pas aux choses de perdurer. Ainsi, même si une communauté nomade y a séjourné un certain temps, il est tout à fait possible que ces traces aient progressivement disparu. En résumé, l'absence de preuves visibles ne signifie pas que rien ne s'est jamais produit. Parfois, l'histoire demeure enfouie sous terre. Une autre question importante se pose alors: si un événement aussi massif que l'Exode a réellement eu lieu, l'Égypte ne l'aurait-elle pas consigné par écrit? Cela semble plausible, mais il est essentiel de comprendre un point important. La plupart des écrits de l'Égypte antique n'avaient pas pour but de relater l'histoire dans son intégralité, mais d'afficher la puissance et la gloire du royaume. Autrement dit, ils ne présentaient pas toute la vérité. Ils servaient davantage à construire une image. Leurs inscriptions et monuments mettaient généralement en avant les victoires, la force et la grandeur des pharaons. Les défaites, les faiblesses ou les événements embarrassants étaient souvent délibérément passés sous silence. Il est donc possible que si un événement s'est produit, un événement qui nuirait à l'image de l'Égypte, il n'ait tout simplement pas été consigné. C'est pourquoi même aujourd'hui cette affaire soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. L'histoire regorge d'exemples où l'Égypte a passé sous silence des événements qui lui étaient défavorables. Prenons le cas des Hyksos, une dynastie étrangère qui a jadis contrôlé une grande partie du pays. Chassés par la suite, ils ont laissé très peu de traces écrites de cette période. La plupart de nos connaissances proviennent de récits postérieurs ou d'autres sources. Akhenaton en est un exemple frappant. Ce pharaon abandonna les dieux traditionnels et instaura un nouveau système religieux. Après sa mort, les souverains qui lui succédèrent l'effacèrent de presque de l'histoire. Ces statues furent détruites, son nom effacé comme s'il n'avait jamais existé. Ces exemples démontrent une chose sans équivoque: l'Égypte n'a pas tout consigné, en particulier les événements susceptibles de ternir son image. Imaginons un instant si un événement comme l'Exode s'était réellement produit avec la fuite massive d'esclaves, des catastrophes et des pertes pour l'armée. Cela aurait été un immense camouflet pour l'Égypte. Dans ce cas, l'absence de traces écrites n'a rien d'étonnant. L'histoire regorge également d'exemples de sociétés entières qui semblent disparaître subitement alors qu'en réalité, elles ne s'évanouissent pas complètement. Elles perdent simplement leur identité. Un bon exemple en est la conquête du royaume d'Israël par l'Empire assyrien en 722 avant notre ère. C'est de là que provient la légende des 10 tribus perdues. Les Assyriens avaient une stratégie bien précise. Ils déracinaient les peuples conquis de leur terre natale et les installaient dans des régions lointaines. Le but était simple: les disperser au point qu'ils oublient peu à peu leur langue, leurs coutumes et leur identité. Lorsqu'une communauté est séparée de ses racines et dispersée dans différents lieux, son identité propre finit par s'estomper. Un phénomène similaire s'est produit avec ces 10 tribus. Elles ont été déplacées vers différentes régions où elles se sont intégrées aux populations locales. Certains adoptèrent de nouvelles langues, d'autres de nouvelles coutumes, et peu à peu leur identité originelle s'estompa. Ces peuples ne disparurent donc pas complètement. Ils s'intégrèrent simplement à d'autres cultures sous d'autres noms. Or, si l'on relie cette idée à l'histoire de l'Exode, une similitude intéressante apparaît. À cette époque, les Israélites quittèrent l'Égypte pour s'installer dans le désert.
Ils ne laissèrent derrière eux ni grandes villes, ni constructions imposantes, ni traces permanentes, comme s'ils avaient disparu de la carte. En revanche, durant la période assyrienne, les populations furent déplacées et dispersées. Cette fois, le peuple est resté, mais son identité s'est peu à peu estompée. En d'autres termes, il y a eu disparition d'un lieu et d'une identité. Dans un cas, les gens ont migré vers un endroit où leurs traces ont disparu et dans l'autre, ils sont restés mais leur identité même a changé. Pour mieux comprendre cette histoire, un autre élément important entre en jeu les Madianites. C'est au sein de cette communauté que Moïse a passé un temps considérable après avoir fui l'Égypte. Si l'on veut comprendre l'Exode de manière concrète, il est essentiel de savoir qui vivait dans cette région à cette époque et quel était son mode de vie. Des découvertes dans le nord-ouest de l'Arabie suggèrent que les Madianites y vivaient. Mais leur identité ne se définissait pas par de grandes villes ou de grands palais. Ils vivaient dans de petits campements temporaires et ne s'installaient pas au même endroit. Ils se déplaçaient au gré des saisons et de leurs besoins. Leurs campements étaient souvent installés près de points d'eau ou de routes commerciales. Un signe évident de leur présence est leur poterie. Il ne s'agissait pas de récipients ordinaires. Ces poteries présentaient des motifs rouges ou bruns, ornés de dessins géométriques clairs. Découvertes à différents endroits, elles suggèrent que les Madianites se déplaçaient sur un vaste territoire tout en conservant une identité propre. Par ailleurs, les fouilles ont également mis au jour des vestiges liés au cuivre, tels que des scories de fusion et des fragments de fourneaux. Ceci démontre qu'ils n'étaient pas seulement des éleveurs, mais qu'ils travaillaient aussi le cuivre. Ainsi, les Madianites n'étaient pas de simples nomades, ils formaient une société organisée capable d'exploiter efficacement ses ressources. Des ossements d'animaux corroborent également cette hypothèse. Des restes de moutons, de chèvres et de bovins indiquent que les habitants dépendaient largement de l'élevage. Parallèlement, de petits systèmes de collecte d'eau ont été découverts, tels que des fosses en pierre ou des canaux servant à recueillir l'eau de pluie ou les eaux de ruissellement saisonnières. Il est clair qu'ils avaient appris à survivre dans un environnement aride. Il est intéressant de noter que la plupart de ces découvertes datent des 15e à 13e siècles avant notre ère. Or, cette période est souvent associée à l'Exode. Cela soulève une autre question. Cette montagne a-t-elle acquis de l'importance après l'arrivée des Israélites? Ou était-elle déjà significative auparavant? Certains pensent que la réponse se cache peut-être dans son nom. Une théorie suggère que le nom Sinaï pourrait être lié à l'ancien dieu lunaire mésopotamien Sin. À cette époque, les hautes montagnes étaient souvent associées au ciel ou aux divinités. Selon une autre hypothèse, le nom pourrait provenir d'un mot hébreu signifiant « buisson épineux », le même type de buisson que celui mentionné dans la légende du buisson ardent. Certains l'associent également à un ancien nom du désert lui-même, reflétant l'identité de cette région. Ainsi, quelle que soit l'origine du nom, une idée revient sans cesse. Ce lieu était peut-être déjà considéré comme particulier. Des indices matériels semblent corroborer cette hypothèse. Des plateformes et des structures de pierre d'apparence artificielle y ont été découvertes. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'anciens hôtels ou lieux de culte. À proximité, des ossements d'animaux ont également été mis au jour, suggérant la présence d'activités communautaires ou rituelles. Quant au buisson ardent, il peut aussi s'expliquer par la nature. Les plantes épineuses du désert comme l'acacia contiennent des huiles qui peuvent s'enflammer sous l'effet d'une chaleur extrême, ou parfois de la foudre. Ainsi, certains phénomènes peuvent paraître miraculeux, mais ils peuvent aussi avoir des explications naturelles. Et c'est ce qui rend ce mystère encore plus fascinant. Pour un témoin, un tel incendie pourrait paraître très étrange, surtout si le buisson ne se consume pas entièrement, mais semble simplement prendre feu. Cependant, dans les régions désertiques, les impacts de foudre ou les incendies soudains en période de sécheresse sont fréquents. À présent, en reconstituant le puzzle, la situation commence à s'éclaircir.
D'un côté, nous avons les technologies modernes, les drones et les radars à pénétration de sol qui révèlent des choses cachées sous terre. De l'autre, nous comprenons Emoji, comment vivaient les gens à cette époque nomade, sans habitation permanente ni mur. Dans ces conditions, il est tout à fait naturel que leurs traces disparaissent avec le temps. Le silence même de l'Égypte devient un indice. Si un événement venait contredire leur image, il n'était pas jugé nécessaire de le consigner. L'histoire regorge d'exemples de communautés entières qui semblent disparaître subitement. Mais en réalité, elles migrent ailleurs ou se fondent dans d'autres cultures. Prenons l'exemple des 10 tribus perdues. Elles ne se sont pas volatilisées. Au fil du temps, ils se sont dispersés dans différentes régions, se sont mêlés à d'autres populations. Et leur identité a peu à peu évolué. Ainsi, en considérant tous ces éléments, une chose devient claire, l'absence de preuves ne signifie pas forcément que rien ne s'est passé. Parfois, les gens se dispersent, changent de culture ou vivent dans des conditions où le temps efface toute trace de leur passage. Chris, aux nouvelles technologies, nous pourrions enfin déceler ces faibles traces qui nous étaient auparavant indéchiffrables. N'oubliez pas, la disparition n'est pas toujours synonyme de fin. Le désert n'est pas vide. Il a simplement gardé ses histoires secrètes jusqu'à présent. Et si vous appréciez les récits historiques mystérieux comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines découvertes.